Bien, Voilà. bonjour à tous pour ce séminaire Intercites Boréa. Merci d'être présents. Aujourd'hui, nous allons entendre Nicolas Rabet et Céline Bonillo qui vont nous parler des avancées de l'axe migration-dispersion de Boréa avec un travail collaboratif. Donc, merci beaucoup à vous et puis on vous écoute. Merci à tous. Céline, tu interviens quand tu veux, hein. J'espère qu'elle a réussi à se connecter parce qu'elle n'y arrivait pas. Mais Oui, ça y est. ça y est, y est. Ok, super. Donc, Bonjour à tous. on vous présente ce qu'on a fait ensemble. Donc, tout le monde n'a pas participé, mais l'idée, c'est de discuter de cette manière de faire. Peut-être que ça peut inspirer aussi d'autres axes. Et l'idée, c'est de vous expliquer un peu ce qu'on a obtenu comme résultat et que l'on discute un petit peu des choix qu'on a fait cette année. Alors, l'axe, il tourne autour des processus de migration et de dispersion des organismes aquatiques. Et globalement, c'est comprendre quand, comment et pourquoi, avec des échelles de temps variables, des espaces et des organismes de nature différente qui se déplacent au cours de leur cycle de vie et au cours de l'évolution. C'est un axe qui potentiellement peut intéresser une grande part de Boréa et d'autres unités, mais sauf que nous, on est plutôt spécialisé dans le milieu aquatique. Alors, voilà. Alors, les 10 parties, je l'ai dit, c'est juste pour introduire l'axe, hein, pour ceux qui ne connaissent pas trop les axes. Donc, tout ce qui est lié aux analyses microstructurales et microchimiques des structures carbonatées pour retracer les cycles de vie font partie de l'axe. Les modélisations de la dispersion larvaire en font partie. L'analyse de la croissance, les études de processus physiologiques, la recherche de nouveaux marqueurs biogéochimiques et d'intégrateurs temporels de leur signal, la phylogéographie, la structure des populations, la diadromie, le comportement lorsqu'il est lié au phénomène de migration, et bien sûr les effets du changement global sur la migration et la dispersion. Et enfin, un dernier point, c'est l'application à la gestion et à la conservation. Donc là, j'ai illustré avec l'anguille, mais on ne parlera pas d'anguille, c'est juste parce que c'est quand même un cas très connu et particulièrement intéressant. Alors donc, Céline et moi, nous avons proposé, suite à une réflexion autour d'un séminaire qu'on avait organisé de manière un peu similaire en novembre 2021. Et le séminaire en novembre 2021 était l'objet d'une présentation de différentes personnes pour montrer ce qu'on pouvait faire dans l'axe. Et à l'issue de ça, on avait réfléchi et on avait proposé une démarche collaborative pour permettre aux membres de l'UMR ou aux gens qui travaillent avec les gens de l'UMR, qui ne sont pas des généticiens molécularistes, d'avoir accès à des outils de shotgun, donc en se mettant à plusieurs finalement pour résoudre le problème qu'un groupe de personnes ne peut pas résoudre de son côté. Pourquoi on ferait ça? Parce que parfois, quand on s'intéresse à la génétique des organismes, les PCR avec des amorces universelles ne fonctionnent pas. Et évidemment, quand on a un organisme qu'on cherche à replacer en phylogéographie et qu'on n'a pas de résultat de PCR, on ne peut pas le replacer. Parfois aussi, la PCR fonctionne, mais on veut en savoir beaucoup plus, malgré qu'on puisse obtenir 2-3 PCR. Parfois, on veut plus d'informations, donc le mythogénome complet ou des régions 18S. Alors évidemment, il y a différentes méthodes qui amènent à ça, et la proposition, c'était de donner accès en faisant un travail collaboratif à partir d'un tableau que je ne vais pas montrer ici, mais un tableau que les gens remplissaient en ligne, et ensuite, ils justifiaient un petit peu de pourquoi ils voulaient séquencer ces organismes, et ils indiquaient leur degré d'autonomie. À partir de là, moi, je me suis plutôt penché sur les problèmes d'organisation en amont et aussi dans les analyses in silico, et Céline s'est attachée à extraire, évaluer les concentrations, et puis interagir aussi avec l'Institut du cerveau et de la moelle, qui est l'endroit où on a fait les séquences. Je remercie d'ailleurs à ce propos Agnès Rastetter et Yannick Marie pour leur collaboration. Je ne vous donne pas de détails, mais ils nous ont pas mal aidés sur certains aspects. Alors, les 32 organismes sélectionnés,
ont été séquencés grâce on a finalement, par rapport à l'axe, on a, au lieu de faire un appel à projet individuel, on a fait un appel à projet collectif que j'ai rédigé et qui nous a permis d'obtenir 4 000 €. Et ces 4 000 € nous ont permis de réaliser le séquençage. Donc, en fait, les gens qui faisaient appel à notre travail, là, notre axe, n'ont pas payé les séquençages. C'est quand même l'UMR qui a payé. Mais voilà. Alors, je vous présente un petit peu pour commencer l'origine géographique des porteurs. Alors, il y a une bonne partie des gens de Paris, une bonne partie de séquences qui ont été proposées par Dinard, et en Bolivie, à La Paz. Je note, alors, on pourra en discuter à la fin, mais comme vous voyez, il n'y a pas de Canet et il n'y a pas d'Antillais. Mais si on renouvelle ça, ça pourrait, ça serait très bien d'intégrer d'autres personnes. Les organismes étudiés étaient essentiellement des vertébrés avec des élasmobranches. On voit ma souris, au fait, Étienne? Ouais, Oui, je très pense. bien. Ouais, on voit. Et il y avait des élasmobranches, des téléostéens, pas mal de crustacés. Bon, pour ceux qui l'ignorent, je travaille sur les crustacés, donc forcément, il y avait quand même un peu de crustacés. Et aussi des trématodes. Encore une fois, on pourra en discuter, mais il nous manque des panels énormes de biodiversité aquatique. Mais voilà, c'est la première année qu'on le fait, donc c'est comme ça. Pour l'origine géographique des organismes, on a une distribution qui est assez intéressante parce qu'on a quand même une part Pacifique, une part Amérique du Sud, une grosse part Europe et une part subantarctique. Encore une fois, là, on n'a pas de… alors, quand on n'a pas proposé, mais ils auraient été probablement dans la part Europe. Mais là, moi, je trouve qu'on a une distribution qui est quand même assez intéressante. Et au niveau des habitats, on a aussi quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on a des organismes qui venaient des milieux estuariens ou marins. Enfin, c'est des organismes plutôt euryalins qui ont été mis là. Il y avait des organismes plus strictement marins, des organismes plus strictement d'eau douce et des organismes qui partagent leurs habitats dans l'eau douce et dans l'eau de mer, des organismes amphibromes. Donc là aussi, c'est quand même assez équilibré, je trouve. Alors maintenant, moi, ce que je vous propose, et Céline, tu m'interromps quand tu veux, on va présenter des résultats et ensuite, ça va vous permettre, j'espère, de comprendre ce qu'on a pu faire. Pareil, s'il y a des intervenants qui veulent prendre la parole pour parler de leur projet, ils peuvent le faire. Mais il y a pas mal de gens qui, malheureusement, n'ont pas pu venir aujourd'hui. Donc, je vais parler, mais arrêtez-moi et prenez ma place. Donc, les résultats. D'abord, je vais commencer par ceux qui étaient en analyse, en autonomie vis-à-vis de l'analyse. Alors, c'est Marion Ménesson qui a proposé le séquence. Marion, tu veux parler? Non, non, Nico, vas-y, je t'en prie, continue. Ouais. Après, je verrai si tu dis des bêtises. Voilà, c'est ça. Si je dis des bêtises, tu corriges. Donc, Marion, dans le cadre d'un projet OFB qui est mené par Marion et avec Philippe Kiss, elle réalise des révisions taxonomiques de poissons pacifiques, en l'occurrence ici de Nouvelle-Calédonie, et elle réalise des bases de référence moléculaires à partir d'organismes de collection qui sont stockés en collection. Et vous savez, les organismes en collection, parfois, il est difficile d'obtenir des séquences. Et c'est fondamental puisque l'identification des spécimens peut se faire par la morphologie et en taxonomie intégrative avec des données génétiques. Donc, c'est le cadre de Marion et de Philippe. Et pour ça, séquencer les organismes qui ont été conservés en collection sont très importants. Et certains n'avaient pas été jusque-là séquencés. Et lorsqu'on applique les amorces universelles qui sont utilisées en routine par les ichtyologues, ça ne marche pas toujours. D'où l'intérêt de proposer des organismes dans cette méthode de shotgun. Donc, pour ceux qui ne savent pas, j'en profite pour le dire maintenant, le shotgun, finalement, ça consiste à couper l'ADN de l'organisme en petits bouts et de séquencer ces petits bouts dans un séquenceur sans passer par une étape d'amplification par PCR spécifique. Il y a des étapes d'amplification que je vous passe, mais il n'y a pas de PCR spécifique. Donc, théoriquement, si une amorce ne fonctionne pas, ou si l'ADN est un petit peu cassé, mais pas trop, on peut récupérer des morceaux. Alors, Marion nous avait fourni 4 téléostéens.
moringa, je ne sais pas si je les prononce bien, Dotsygobius, Bleeraterina et Ambassis. C'est un vrai exercice. Chacun de ces organismes avait des difficultés pour, par exemple, pour moringa, il y a très peu d'organismes qui sont étudiés pour le genre, donc peu de références. Il y a certains qui n'ont pas de données moléculaires sur GenBank ou Bold, etc. Donc, c'était l'intérêt d'utiliser la méthode. Alors, Marion va pas… donc, on a ici quelques détails techniques. Hein. Le bilan du séquençage, on ne va pas se mentir, en ce qui concerne Marion, n'est pas bon. Les banques pour Marion n'ont pas été profitables. Elle a réussi à obtenir des petits bouts, mais finalement, ce n'est pas très satisfaisant et elle ne pourra probablement pas en faire ce qu'elle voulait. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Marion? Tu es déçue? Oui, ouais, bah oui, je mettais tous mes espoirs dans ce shotgun et malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, les rides, ils ont vraiment une sale tronche, quoi. On Ouais, dirait que ça a été coupé bizarrement, ça fait un effet brouillon alors que ça ne devrait pas être comme ça, sachant qu'en plus, c'était du matériel qui était frais. Donc la probabilité d'avoir des contas était plutôt faible. ouais, ouais. Je pense aussi que le séquençage n'était pas optimal. Pourtant, on travaille régulièrement avec l'Institut du cerveau et de la moelle. C'est le séquenceur que vous avez vu en photo, il a quelques années. Alors, est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Mais on pourra en discuter à la fin, mais le séquençage n'était pas optimal, c'est vrai. Donc, désolé. Donc, ça, c'est Marion qui avait déposé 4 poissons. Bon, la plupart des autres nous ont donné… c'était un petit peu l'objectif, le challenge de l'Axe, c'était de permettre à certains qui n'étaient pas très forts en génétique d'accéder à ça. Donc forcément, ça impliquait l'analyse in silico derrière pour la plupart des autres cas. Donc, je commence par ceux qui ont été ceux qui ont fourni le plus d'organismes. Donc, en l'occurrence, venant de Dinard, il y a Anne Lisée qui a fourni 7 espèces d'élasmobranches. Donc, Anne Lisée à Dinard s'occupe particulièrement de la génétique là-bas. Et c'était dans le cadre d'une thèse de doctorat réalisée par Noémie Poulon sur les élasmobranches en manche ouest et mer Celtique. Et l'idée était d'appliquer des méthodes de métabarcoding en fait, sur les élasmobranches, les sélaciens, pour pouvoir tester différents effets de l'environnement sur les populations d'élasmobranches, sachant que l'idée était d'identifier ces poissons par l'ADN environnemental. Donc, le métabarcoding de l'ADN environnemental, ça, c'est les diapos de Anne Lisée. Je ne vais pas vous le développer là parce que ça dépasse un petit peu le cadre de la présentation que vous voulez faire avec Céline, mais on pourra y revenir si besoin. Et en fait, Anne nous a procuré 7 espèces d'élasmobranches qui, pour diverses raisons, n'étaient pas disponibles au niveau du mythogénome complet dans les banques. Donc, les 7 sont présentés ici. Et l'idée, pour faire du métabarcoding, il faut quand même avoir des références. Et si les références ne sont pas disponibles, eh bien, on peut rater des espèces ou se tromper dans l'identification. Donc, c'était les espèces qui avaient été identifiées comme importantes à ajouter. Et donc, ça, c'est des résultats un peu bruts, mais on a obtenu sur les 7, 4 mythogénomes inconnus qui ont été assemblés. Donc, moi, je suis plutôt content du résultat par rapport à ce qu'on vient de dire avec Marion. Ça a plutôt bien fonctionné. Malheureusement, et s'il y a des gens de Dinard, peut-être qu'ils peuvent me rectifier, mais je sais qu'Anne ne peut pas être présente. Hein, elle a autre chose en parallèle. Et malheureusement, le projet dans la thèse de Noémie n'aboutira probablement pas à de l'ADN environnemental pour des raisons de coût, etc. Mais on va quand même essayer de trouver un moyen de publier ces mythogénomes. Voilà. Ensuite, Anne Lisée nous a aussi fourni 7 mulets dans le cadre d'une étude qui était réalisée par Tatania Kolchin, qui est partie maintenant de Dinard, hein, qui était à l'université de Rennes, mais qui est partie maintenant, et qui était sur une étude sur le comportement de mulets et de comparer le comportement de 2 espèces de mulets
pour voir s'ils avaient des approches, s'ils avaient des comportements différents et dans différentes conditions. Et pour ça, ça implique que l'identification des mulets soit parfaite, hein, je dirais. Et donc, les 2 mulets choisis, c'est ces 2 mulets-là qui, à l'état adulte, sont probablement plus faciles à différencier qu'à l'état juvénile. Et à l'état juvénile, enfin, je ne sais pas s'il y a les ichtyologues de Dinard, mais c'est plutôt compliqué. Et donc, l'idée, c'est que sur certaines espèces, pour savoir s'ils étaient en déplacement mono ou plurispécifique, il fallait identifier les individus. Et en fait, de ce que j'ai compris, Anne avait des impossibilités d'obtenir l'identification par barcoding de certains individus. Donc, ça pose un problème, hein, pour l'étude. Du coup, elle en a envoyé 7 pour que l'on obtienne l'ADN mitochondrial, mais sans PCR, hein, donc, et voir ce que ça donnait. Donc là, le résultat, c'est qu'on a pu, sur les 7, donc l'idée n'était pas d'obtenir le mitogénome complet, c'était juste d'obtenir l'identification moléculaire des individus trop jeunes pour être identifiés morphologiquement. Et dans les organismes douteux qu'elle a envoyés, je n'ai pas fait la liste, mais on a bien trouvé les 2 espèces, mais on en a trouvé une 3e. Donc, effectivement, il y avait des doutes sur certaines des espèces. Voilà. S'il y a des gens de Dinard, n'hésitez pas à intervenir, hein, parce que… Et donc, on ne va pas utiliser nos données de séquençage, mais ça, je pense, ça a été utile pour la rédaction d'un papier qu'ils sont en train de faire pour identifier donc, les 2 espèces. Enfin, j'espère que ça leur a été utile pour bien identifier les espèces, pour que leur article soit adéquat. Alors, je change de thématique, hein, puis ça fait un peu catalogue, mais c'est pour vous montrer l'intérêt de ce type de séquençage pour résoudre vos problèmes. Donc là, c'était un autre problème. Donc ça, c'était proposé par Fabienne Audebert. Elle avait identifié avec un postdoc des kystes de trématodes qui étaient logés dans les branchies d'un poisson venant des îles Salomon. Ce poisson, c'est Cicopterus cynocephalus, un poisson qui est par ailleurs étudié dans l'équipe, notamment par Clara et par Clara Lord. Et malheureusement, donc ils ont conduit à l'extraction des trématodes, des kystes de trématodes, mais aucune des méthodes moléculaires n'a donné aucune amorce n'a fonctionné pour donner l'identification moléculaire. Donc c'est un peu frustrant. Et donc là, bah, c'est exactement le type de cas où on peut tenter le coup. On peut tenter l'identification par shotgun. Donc voilà ce que ça a donné. Donc, on a identifié ici, alors c'est des captures d'écran, hein, il ne s'agit pas d'essayer de lire, hein, c'est juste pour illustrer. On a obtenu la totalité de la région du 18S-28S. Donc, pour ceux qui ne savent pas, au niveau du génome, vous avez des régions répétées où se trouvent en fait des gènes utilisés pour, qui sont très utilisés pour la machinerie cellulaire pour fabriquer les protéines. Donc, c'est le 18S, 5-8S et 28S. Le 18S, c'est leur taille, en fait. Et ils sont proches les uns des autres au niveau des génomes, et ces régions sont répétées plusieurs fois dans le génome. Et il s'avère qu'on peut utiliser ces gènes pour faire de l'identification moléculaire. Et aussi, donc ça, on l'a obtenu complet, et on a obtenu des petits bouts de mitogénome. Alors, ce n'est pas terrible, hein, mais c'est très suffisant pour identifier l'espèce comme étant Stemastomota cribi, qui était une espèce, et quand je dis c'est très très proche génétiquement, ce n'est pas la même séquence que déjà connue, mais très très proche, et cette espèce de parasite était connue chez 2 espèces de dorades australiennes et une espèce de perche de la jungle australienne aussi, tous ces 3 poissons provenant de Queensland. Alors là, vous avez une petite carte, vous voyez, on a retrouvé finalement la même espèce dans le Queensland que dans les Salomon. Et sachant que le poisson hôte est un poisson qui est amphidrome, qui passe sa vie larvaire en milieu marin, on se pose la question de comment le parasite arrive dans les îles, par quel biais, et puis finalement, la connexion évidente
moléculaire entre les parasites du continent, je dirais, et de ces îles relativement lointaines. Donc, je trouve que c'est assez intéressant. Alors là, l'article est en cours de rédaction, parce que le résultat est satisfaisant, même si on n'a pas obtenu le mythogénome complet. Autre exemple, là porté par Fabienne et Carla Ibanez. Carla Ibanez, c'est une chercheuse bolivienne qui travaille avec l'IRD à La Paz et qui est relativement proche de notre UMR et qui est venue ici pour travailler là-dessus avant l'été. Donc, elle a ramené des parasites de poissons, des trématodes aussi, de 2 poissons, des Orestias luteus et Orestias agassizi, qui vivent dans le lac Titicaca. Et vous voyez, la prévalence du parasite, elle est remarquable. Hein, pour Orestias luteus, ils sont absolument tous infestés. Et agassizi, ils le sont quand même pas mal, mais ils ne le sont pas tous. Et vous avez une illustration des métacercaires de ce poisson natif donc, du lac Titicaca. Et la question, ils avaient 2 formes. Et la question était de savoir à quelle espèce, en fait, on avait affaire. Et même quel genre. Hein. Voilà. Alors, là, ça a très bien marché. Donc, sur les 2 morphotypes, en fait, on n'a qu'une seule espèce. Donc, c'est exactement le même génome. Et on a obtenu le mythogénome complet bouclé et la région du 18S, 28S. Donc, quelque chose qui est très honorablement publiable. Et en plus, on a identifié l'espèce du parasite comme étant probablement déjà connue, Tylodelphis gensiae. Et ce parasite de poisson affecte des cyprinodontidés de la côte argentine. Alors, ils sont très loin de La Paz, mais ça reste quand même la même famille de poissons. Donc, il y a quand même 5% de coïns. Donc là, je laisserai les taxonomistes donner leur avis, les spécialistes de trématodes. Mais enfin, bon, c'est très, très proche et c'est finalement très intéressant d'arriver à ce résultat. Et pour vous donner, pour les trématodes du lac Titicaca, ma connaissance sur les Orestias, il n'y avait rien d'identifié. Voilà. Carla était venue aussi avec l'idée de travailler sur la diversité génétique des Bokella de Bolivie. Et donc, voilà les 2 habitats typiques. Alors, le lac Titicaca, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un des plus grands lacs du monde, en tout cas un des plus grands lacs en Amérique du Sud, mais surtout le plus haut navigable. Et vous avez aussi des mares temporaires, ici dans la région de La Paz, qui sont des endroits qui sèchent complètement. Et dans les 2 cas, il y a ce petit copépode qui est un Bokella. Alors, dans le lac Titicaca, ça représente une bonne partie du plancton, donc c'est très important. Dans les espèces séquencées, on a obtenu 2 espèces bien séquencées. Une qui correspond à Bokella occidentalis, et pour lequel on a obtenu la région du 28S et une partie du mythogénome. Et Bokella occidentalis, probablement parce que les amorces ne s'accrochent pas, n'est pas connu au niveau des banques. Donc, c'est intéressant parce que c'est une des 2 espèces dominantes du lac Titicaca. Et puis, on a obtenu aussi Bokella gracilis. Et Bokella gracilis, qui n'est probablement pas le vrai Bokella gracilis parce qu'on a une différence génétique avec les Bokella gracilis d'Argentine. Donc, du coup, il y a un travail à faire pour vérifier l'espèce. Quant à Bokella occidentalis, là, comme on est les premiers à l'avoir séquencé, il faudra juste s'assurer que c'est bien occidentalis morphologiquement. Donc, on est plutôt contre. Alors, le Bokella, c'est aussi un des modèles de la thèse de Colline Royaux. Et on avait Colline avait un problème avec les Bokella, avec une population de Bokella en Nouvelle-Calédonie qui se trouve ici à Canala. Donc, c'est une commune qui se trouve dans la province Nord, mais au sud de la province Nord. Et pratiquement tous les Bokella sont connus dans le Grand Sud. Et on a des cas de micro-endémisme. Donc, la question de savoir qu'est-ce qu'était ce Bokella de Canala était particulièrement intéressant. Et malheureusement, Colline n'a jamais pu obtenir la moindre séquence ADN par PCR parce que probablement les amorces ne s'appliquaient pas à cette entité. Et la question était de savoir, est-ce que c'est un variant d'une espèce existante ou est-ce que c'est une nouvelle espèce et on aurait encore un nouveau cas de micro-endémisme. Résultat, eh bien, on a obtenu une bonne partie du mythogénome, une bonne partie du 28S et 18S,
Et lorsqu'on a fait l'analyse, on n'est pas totalement surpris, mais donc on avait fait 2 séquences. Hein. Les 2 séquences sont identiques et sont proches d'une espèce connue dans le Grand Sud, Bokella spinogiba, mais bien que proches, sont suffisamment différentes pour les identifier comme une espèce différente. Et donc, on arrive à une espèce, 2 espèces, 3 espèces, 4 espèces, 5 espèces. Et l'espèce de Canala constitue la 5e espèce qui est micro-endémique, c'est-à-dire un micro-endémique, c'est une espèce dont l'aire de distribution est extrêmement limitée, évidemment localisée uniquement à la Nouvelle-Calédonie pour ce cas précis. Je continue. On avait un autre cas encore plus extraordinaire qui date depuis plusieurs années. Colline, elle a cours, là, donc elle ne peut pas nous en parler, mais c'était ce qu'on appelait le copépode mystère. C'était un peu devenu une blague. Elle avait fait, pendant son master, l'extraction d'un animal entier. Elle avait fait en fait une centaine d'organismes et elle avait séquencé par Sanger. Et là, cette fois-ci, les amorces ont bien fonctionné. Sauf qu'elle avait entièrement broyé l'animal et qu'à son niveau de connaissance, elle avait mis un Bokella. Et lorsqu'elle a obtenu la séquence, eh bien, la séquence ne matche pas avec un Bokella. Elle matche bien avec un copépode, mais pas du tout avec un Bokella. Et la question était de savoir, est-ce que c'est une autre famille de copépodes encore inconnue en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que simplement elle s'est trompée en mettant ces Bokella dans les tubes et que ce n'était pas un Bokella, mais vraiment quelque chose de très différent. Alors là aussi, on a utilisé l'ADN qui avait été utilisé pour faire les PCR, donc on n'a pas réextrait, puisqu'on n'avait pas d'autres organismes, et on a obtenu du nucléaire, très peu de mitochondrial, mais suffisamment pour qu'on puisse identifier le copépode mystère comme un cyclops, mais probablement d'un genre, peut-être d'un nouveau genre, mais en tout cas de quelque chose qui n'est pas un Bokella, et qui lui ressemble un petit peu, mais finalement, c'était une erreur de tri qui avait amené à cela. Alors, évidemment, le copépode mériterait d'être étudié en tant que tel. Je ne sais pas si Colline aura le temps de le faire dans sa thèse. Mais on n'a pas un nouveau genre en Nouvelle-Calédonie, malheureusement. Johanna Faure, qui travaille sur des contenus digestifs de poissons subantarctiques et antarctiques, avait identifié une série d'espèces contenues dans les contenus stomacaux, enfin digestifs. Et on avait fait, donc Céline travaillait avec Johanna pour faire les amplifications par barcoding classique, enfin avec des amorces classiques universelles, et certaines des espèces ne fonctionnaient pas. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent sur le subantarctique ici, là, mais j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais de ce que j'ai compris, ça concerne quand même 90% des espèces, hein, je crois que c'était Andrea qui avait fait ça, 90% des espèces, on n'arrivait pas à avoir de COIN. Donc, c'est quand même, ça marche beaucoup plus pour le 28S, mais qui n'est pas spécifique. Le COIN l'est beaucoup plus, mais il y a beaucoup d'espèces ne s'amplifient pas. Et là, c'était le cas de cette crevette. On a mis autre chose que cette crevette, mais si je veux parler de ce cas-là, Corismus antarcticus. Donc, il a été identifié comme Corismus antarcticus, on a extrait l'ADN et on est passé dans la puce en shotgun. Et là, résultat, on a obtenu la région nucléaire et on a même obtenu des petits bouts de COIN. Et en fait, là, donc, cette matrice horrible avec du noir partout, c'est tous les Corismus antarcticus qui sont très proches génétiquement les uns des autres, hein, à plus de 99,5% de similitude. Donc, on est sur une espèce qui a une vaste aire de distribution, mais qui a peu de variations génétiques. Et on a ce qui a été identifié comme un Corismus, mais qui n'en est pas du tout. Et donc, l'analyse génétique, qui, là, pour le coup, s'avère utile. Alors, je sais que Johanna, elle a publié en fait ce résultat avec, je pense, la dénomination Corismus antarcticus, qui était la dénomination morphologique, mais elle pourra nous corriger si c'est, mais je crois que c'est le cas. Et là, en l'occurrence, on se rend compte que c'est probablement même pas un Corismus. Mais par contre, je précise, comme c'est un animal qui n'a pas été pêché, mais un animal qui a été chassé par un poisson, il n'est pas exclu que cet animal n'ait pas été pêché, en fait, jamais pêché, juste avalé par un poisson.
parce que les techniques de pêche des poissons sont généralement plus sophistiquées que nos filets. Donc, du coup, il faudra revenir sur les échantillons pour vérifier si ce n'est pas un autre genre qui n'avait pas été encore séquencé au niveau de Ginebra. Voilà. En gros, j'ai fini mon baratin là pour vous expliquer un peu quelques exemples, mais qui couvrent quand même l'essentiel du séquençage qu'on a fait. Et je voulais juste replacer donc, ce qu'on a obtenu. Alors, il y a beaucoup de cas où ce n'est pas terrible, on n'a que des bouts. Il y a une partie où on n'obtient que le 18S, 28S seul, mais qui peut être quand même informatif. Il y a une partie où on obtient le mythogénome complet ou partiel, mais la partialité du mythogénome, elle est aussi technique. Il y a des mythogénomes qu'on ne peut pas obtenir avec ce type de séquençage pour des raisons d'assemblage. Et c'est notamment le cas des Bokella, par exemple. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui obtient un Bokella complet avec ce type de séquençage. Donc, il faut passer par une autre méthode de séquençage. Il y a quand même des nuls, des séquençages qui n'ont absolument rien donné. Et on n'oublie pas les millets qui n'ont pas été… on n'a pas poussé l'analyse puisque l'idée, c'était juste de les identifier pour leur permettre de savoir à quelle espèce on avait affaire. Voilà, donc j'espère que j'ai oublié personne. Je vous remercie pour votre participation au projet, votre écoute aujourd'hui, en espérant que ce n'était pas trop pénible. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est générer un temps d'échange, si vous avez des questions, mais aussi… un temps d'échange autour de ce type de projet, à l'échelle UMR, à l'échelle de tout ce que vous voulez. Et puis aussi, il faudra qu'on discute de qu'est-ce qu'on fait en 2023. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas, et puis tout le monde qui ont contribué à cette présentation. C'est super intéressant. La première à lever la main, c'est Marion, donc je lui passe la parole. Ouais, moi, du coup, je me pose une petite question. Est-ce que j'étais la seule, finalement, à avoir fait une extraction au robot? Parce que je me dis que ça se trouve, si ça n'a pas bien fonctionné, mon shotgun, c'est peut-être que mon ADN était trop dilué. Parce qu'en fait, quand on fait une extraction au robot, l'élution, elle se fait quand même dans 200 microlitres contre 50 microlitres quand on fait en micro-kit. Donc, je ne sais pas si, Nico, tu as les infos par rapport aux kits d'extraction qui ont été utilisés pour les autres. C'est que du micro-kit. Oui, Céline va pouvoir répondre. C'est que du micro-kit. Ah ouais, donc c'est peut-être ça mon problème. Parce qu'en fait, moi, tous les shotguns que j'ai fait auparavant pour de l'ADN dégradé, comme j'avais dit à Nico, j'ai eu des meilleurs résultats qu'avec du frais, là. Mais tout a été fait en micro-kit. Donc, peut-être que mon problème viendrait de là. Alors, ouais, oui, on a eu des soucis, même avec un de tes poissons d'ailleurs, on a eu des soucis. Donc là, je n'ai pas montré l'aspect technique parce que c'était pas l'idée. C'est très didactisé ce que j'ai montré. Mais on a vu des courbes sur lesquelles on s'est creusé la tête avec Céline et que l'ICM aussi s'est creusé la tête où on a des résultats. Il y avait des poissons dont la taille des morceaux attendus n'était pas compatible avec le séquençage. Et ça, quand on a un problème de ce type-là, ça peut foirer le séquençage. Et on a eu des soucis quand même, Céline, on a galéré en vrai, enfin surtout toi. On a eu des soucis de quantité d'ADN. Ouais. Après, il a fallu jouer sur le séquençage et on peut tirer un peu trop amplifié, donc les résultats ne sont pas très bons. Ouais. Moi, j'ai quand même une suspicion, là, il n'y a personne de l'ICM, j'espère. Mais j'ai quand même une suspicion, je ne leur ai pas dit, mais il faudra que j'échange à ce propos. Je me demande s'il n'y avait pas un petit souci sur le run. Voilà. Voilà. Ce n'était pas comme d'habitude. Donc, ça pourrait expliquer ton problème, Marion, quand même. Ok. Et pour ce qui est mulet, là où tu as cherché juste du coin, c'était du frais aussi. Et tu as essayé de voir si tu mappais pour avoir au moins le mitoc complet, ça a donné des trucs cracra ou c'était nickel? Non, et pour tous ceux que j'ai assemblés, j'ai vu du cracra. Ouais, donc peut-être que moi, déjà, le fait est que mon ADN ne soit pas assez concentré. Ouais. Et plus peut-être un petit souci au niveau du séquençage, de la prep de banque, je ne sais pas si c'était compliqué pour mettre tout ça à l'équilibre, peut-être que ça joue. Je ne pense pas qu'il y ait un problème dans la prep de banque. Je pense vraiment à un problème avec le séquenceur, avec le kit.
avec ce qu'on a passé, quoi. C'est possible qu'on n'avait pas un kit parfaitement. Peut-être qu'on a un petit souci, ou alors le séquenceur il vieillit puis qu'il déconne un peu, quoi. Ouais. Mais j'ai vérifié avec des séquençages qu'on avait fait avec Céline dans d'autres projets avant, qui ne sont pas Ouais. des projets collaboratifs, et c'était bien meilleur. Mm. Donc voilà, bon, on s'excuse pour ceux qui attendaient des résultats, mais malheureusement, là, ça fait partie des aléas de la biologie. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, puis c'est compliqué de le savoir. Mais ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas optimal. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires parmi les participants? Ceux qui ont été très contents aussi, ils ne sont peut-être pas là. Ouais, il y a beaucoup qui n'étaient pas là parce qu'on avait prévu le 16 en amont. À cause de la grève, on a décalé, mais en fait, du coup, ils avaient pris autre chose, quoi. Du coup, ils n'ont pas pu. Voilà. Bien sûr. Alors, pour l'appel du pied aux Antilles, j'avoue que c'est de mon côté que j'ai raté le timing et donc le raccrochage ici. C'était prévu initialement et puis bon, il y a eu un couac. Donc voilà, mais en tout cas, les Antilles s'il y a une suite, on sera très content d'y participer et de discuter aussi aux applications en aval. Et sur certains groupes, par exemple les élasmobranches et l'ADN environnemental, et où en fait. Donc ça peut être. Donc je crois qu'Anne-Lisée, je ne l'ai pas vue dans les. Non, Elle elle est a pas là. un truc de l'Europe. Donc, elle n'est pas là. D'accord. Donc je serais très content de pouvoir échanger aussi avec elle sur ces aspects-là, puisque nous, c'est aussi un des volets, puisque les chondrichtiens, on en a très très peu ici, on essaye de les détecter par ADN environnemental. Et en effet, les bases de données de référence sont limitées quand même. Donc ça, c'est quand même un problème, même sur des grosses espèces ou des espèces un peu plus connues. Donc je pense que c'est un bon point. Et puis même pour faire des mythogénomes et regarder en fait de la diversité et de la structuration de POP, je pense que ça peut être très très bon. Il y a Isabelle Florent qui avait levé la main. Oui, bonjour, vous me voyez là? Très bien. Oui. Oui, bonjour, merci Nicolas. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, j'avais autre chose avant. Je voudrais juste faire un petit commentaire sur l'ICM. Donc, c'est bien l'Institut du cerveau et de la moelle où tu fais séquencer avec Tout à Yannick fait. Marie. Ouais, Voilà. tout à fait. Ouais. Alors, moi, j'ai fait plein de génomes avec eux et de transcriptomes et des tas de trucs avec des quantités de matériel certainement pires que les tiennes. Parce que moi, je travaille sur des protistes, parasites, enfin voilà. Et en fait, moi, je discute beaucoup avec Yannick sur la qualité des banques, la qualité de l'ADN. Je sais qu'ils ont des tas de contrôles qualité en amont et pendant toutes les manips. Et tu ne leur as jamais demandé ce qui s'était passé? Si. D'abord, il y a eu un souci de quantité sur certaines banques. Donc, ils ont refait certaines PrEP. Donc, déjà, ils ne les ont pas fait payer. Donc, c'est quand même sympa. Ouais. Moi, j'ai fait beaucoup de séquençage avec eux et j'ai jamais eu de souci. Ok. J'ai pas d'explication et je débrieferai avec Yannick Marie et Agnès Rastetter, mais Alors, j'ai parfois pas aussi, d'explication, je sais ouais, pas. alors, parfois aussi, si tu veux, selon la source biologique des échantillons, tu copurifies des lipides, des glucides ou autres molécules qui sont gênantes pour la manipulation biochimique en aval. Et pour les concentrations d'ADN, là j'ai entendu, en fait, tu as des méthodes aussi pour concentrer l'ADN. Tu peux faire des précipitations bêtement à l'acétate d'ammonium ou sur des petites capsules. Tu peux vraiment aussi concentrer tes 200 microlitres à 5 microlitres si besoin pour On l'a concentrer fait. l'ADN. Vous l'avez fait ça aussi? On l'a fait, ouais, on l'a fait. Voilà. Donc, Parce qu'il s'avère qu'il y avait un projet, un autre projet qui s'est fait en parallèle et on a fait passer les deux puces en même temps. Et il y avait beaucoup plus de soucis sur l'autre puce parce que c'était des micro-machins, enfin c'était une catastrophe par rapport à… Mais c'était exploratoire, c'était un financement exploratoire pour voir qu'est-ce qu'on pouvait tirer de micro-bidules. Là, on n'était pas dans des micro-bidules, il n'y a que les Bokella qui étaient tout petits et finalement les Bokella, ils ont bien fonctionné. Donc, sur les poissons, pour les élasmobranches, ils avaient été pris
les morceaux avaient été prélevés sur l'étal du poissonnier, parce que c'est des espèces qui ne sont pas communes du tout, certaines des espèces, hein, et il est possible qu'il y ait eu une dégradation bactérienne qui n'ait pas Ouais. favorisé l'état de Mm. l'ADN. Et puis, voilà, après, je ne sais pas, mais ce n'est pas habituel. C'est vraiment la première fois que je ne me Ouais. plains pas de l'ICM, hein, je suis obligé d'être factuel. Il y Oui, a oui, tout à un fait. séquençage qui est moins bon. Est-ce que Mais ça vient de nous? Est-ce que ça vient d'eux? Je ne sais pas. non, mais après, par exemple, tu vois, si tu penses que ton ADN de départ est fractionné, je sais que ça, c'est une mesure qu'ils font. eux. Oui, ouais, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Mm. On avait des profils de banque, certains n'étaient pas bons, on s'est Mm. arrangé autrement. Non, franchement, l'ICM a été extrême. Hein, Céline, tu es d'accord avec moi? On peut que Moi, les féliciter de Oui, oui. de ouais, leur ouais, moi, réactivité. ouais, tout à fait. Mais moi, enfin, nous, on est comme vous, on est confrontés à sortir des données nucléiques à partir de quantités lilliputiennes de matériel. Et il n'y a que l'ICM qui peut nous faire ce genre de travail. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, on a été enfin, ça a toujours marché, quoi. Même moi, j'ai fait des ARN à partir de quantités. Je m'attendais à ce qu'ils me renvoient mes échantillons en me disant non, là, ça va pas. Et puis, en fait, ça a marché, quoi. Donc, Bah, voilà, ils savent faire des miracles, hein, quand même. oui, oui, ils sont bons. C'est du MySeq, alors peut-être que le MySeq est un peu vieux. Mais Euh, c'était il y a longtemps, du coup? Bah là, ça a été fait, c'était en quoi, en septembre, octobre, Céline, un truc comme ça? 2022? Ouais, Oui, en octobre. Ah oui, d'accord. Moi, j'ai fait des trucs bien avant, donc ouais. Et ouais, peut-être que le MySeq, c'est le dernier qui leur reste, hein, parce qu'ils en avaient 3-4, ils n'en ont plus qu'un. Peut-être qu'ils vont changer de technologie, ils vont passer sur un autre oui, séquenceur. ouais. Mm. Et là, bon, je pense que le MySeq, voilà. Alors, de l'iSeq, c'est pas les mêmes coûts. Ça marche mieux, mais enfin bref, c'était pas on avait fait du MySeq. Peut-être que voilà, faut arrêter le MySeq. Bon, pour ceux Ok. qui connaissent pas du tout, c'est deux types d'Illumina, des séquenceurs nouvelle génération qui séquencent, qui n'ont pas les mêmes profondeurs de séquençage et les mêmes tailles de morceaux. Et là, pour assembler, le MySeq, il fait des morceaux assez gros. Donc, normalement, c'est plus adéquat. Mais s'il y a des erreurs de séquençage, il vaut mieux passer par l'iSeq parce que ça couvre plus. Mais bon, là, voilà, d'habitude, on n'avait pas ce problème-là. J'en rediscuterai un peu avec eux, mais on ne peut pas les blâmer parce que franchement, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les profils de banque. Ok, merci beaucoup. Merci. Valentin? Oui, merci. Alors, en ce qui me concerne, c'est plutôt, c'est pas une question, ça va être une réponse à la question qui est affichée au tableau là en ce moment. C'est qu'est-ce qu'on fait en 2023? En tout cas, pour moi, ça m'intéresserait vraiment qu'il y ait une autre séance comme ça. Moi, je suis arrivé un peu tard dans la boucle, hein, donc j'ai pas pu participer à la précédente, mais j'aurais bien mis une bête ou deux parce qu'il y a une application qui m'intéresse en particulier, ce serait le séquençage de spécimens type. Ça, c'est quelque chose. On a commencé à développer une méthode pendant mon postdoc quand j'étais à Berlin, où en faisant du séquençage shotgun comme ça sur des spécimens anciens, hein, certains plus d'un siècle, et on a réussi à obtenir des séquences barcode. Et donc ça peut être assez intéressant quand on fait des bases de référence justement. Donc ça, enfin là, je pense que dans ce que vous avez testé, c'est surtout des échantillons frais. Et je pense que des échantillons dégradés, ça vaudrait le coup aussi d'essayer, voir en quelle mesure ça fonctionne. Alors attention, Valentin, parce que c'est pas des kits pour avoir des petits fragments. Ouais. Ouais. Moi, quand je fais du shotgun d'ADN ancien, c'est des kits à 150 paires de bases. Là, Vaut mieux Nico, faire de c'est du l'iSeq. combien? C'est du 300, il vaut mieux faire de l'iSeq. Ouais. Donc, pour ceux donc, comme je disais, les fragments séquencés sont plus longs en MySeq qu'en iSeq. Mais comme il y a beaucoup plus de fragments séquencés en iSeq, ça compense la longueur perdue. Alors après, voilà, c'est plus compliqué à assembler en iSeq qu'en MySeq puisque les fragments sont plus courts, mais il y en a beaucoup plus. Et du coup, si l'ADN est altéré, il vaut mieux séquencer les petits fragments, parce que par nature, l'ADN est en petits fragments. Et le MySeq ne rendra pas grand-chose, puisque au lieu de séquencer 300 paires de bases, il va séquencer la longueur de votre fragment, 50, et finalement perdra de la puissance de séquençage. Donc, oui, en iSeq. Et là, je ne sais pas si les coûts seraient compatibles. Il faudrait faire une étude. Mais comme l'a dit Isabelle, comme on discutait avec Isabelle précédemment pour l'histoire de la taille des fragments,
vu peut-être que le MySeq il est un peu vieux, peut-être qu'il faudrait passer en iSeq et du coup peut-être passer moins d'organismes, les choisir mieux. Voilà, je ne sais pas. Et ça peut être à discuter, quoi. Et j'ai bien compris aussi qu'Étienne disait que donc toi, tu ne pouvais pas être dans la boucle parce que tu n'étais pas dans l'UMR. Alors, Ouais. si c'était. Enfin, ça aurait pu être fait, mais voilà, je t'avoue que je ne t'ai pas envoyé un mail parce que c'était délicat par rapport à. Tu étais à Berlin, quoi. Ouais. Quant à Étienne, j'ai demandé un peu. C'est vrai que, bon, c'est vrai que ça, il va falloir. J'en veux absolument pas aux Antilles, hein, il n'y a aucun problème avec ça. On a comblé la puce et aucun problème. C'est juste que si on refait ça, il faut qu'on ait un calendrier parce que si, en fait, on s'est retrouvé à mettre de l'Antarctique un peu de force parce qu'on n'avait pas les 32. Et donc, ça veut dire qu'au point de vue organisationnel pour nous, c'est compliqué. Mais je pense qu'il faudra faire un système où vous nous envoyez déjà le matériel et après, on dit OK. Parce que sinon, en fait, c'est compliqué. Mais il n'y a pas il y a pas que toi, Étienne, hein, t'inquiète pas. Il y en a d'autres qui ont promis, qui n'ont pas envoyé. Donc, il n'y a pas que les Antilles. C'était de mon côté le mea culpa pour moi et absolument pas pour toi. Donc, on Non, s'est ouais, mais il n'y a pas de raté problème. le coche. Donc voilà, même avec les collègues, on a et voilà. Mais en effet, je pense qu'il y a une petite optimisation. On ne savait pas trop combien aussi à l'époque, au démarrage, combien d'organismes, peu, pas beaucoup, beaucoup, ainsi de suite. Donc là, tu nous as donné une info. Ouais. Donc tu disais que pour une puce, c'est 32 banques. Si c'est du MySeq, c'est par rapport au financement parce que 4 000 €, on ne peut pas faire plus que 32 banques. Si on en fait moins, ça coûte moins cher, etc. Si on fait de l'iSeq, il faut tout recalculer. Ouais, ouais. Mais l'iSeq, je crois qu'un iSeq, c'est 3 000 francs, 3 000 €, pardon. Ça, on voit que je suis vieux parce que j'ai parlé en France, c'est honteux. Mais tu as beaucoup moins de couverture dessus, ou je sais plus. Bah, tu as beaucoup de couverture, mais par contre, les banques, elles restent au même prix. Donc, comme la banque, elle te coûte moitié plus cher, du coup, la préparation de la banque, son contrôle te coûte, et du coup, tu ne peux pas en passer autant. Et on pourra difficilement demander une rallonge à l'UMR. Donc, c'est un problème, voilà, qu'il est intéressant de discuter. Mais si on fait moins d'organismes, on peut aussi, on peut les, enfin, voilà. Ça, c'est Oui, quelque chose qu'on peut discuter. c'est quelque chose qui est assez important. Nous, on voulait le designer par rapport à des barcodings de contenus stomacaux pour identifier des régimes alimentaires d'aquatiques ou moins aquatiques. Et en fait, la taille des puces est n'est pas linéaire, quoi. Donc ça, c'est pour tout le monde. En gros, c'est un commentaire pour tout le monde. En effet, il peut y avoir des choses où on va rester sur un petit nombre d'individus et de librairies pour une petite puce, ou après, il va falloir faire un grand saut pour une puce qui va quasiment faire 10 fois plus de capacité, qui va être 2 à 3 fois plus cher seulement, mais 10 fois plus de capacité. Donc, c'est vrai que c'est absolument pas linéaire. Ici, que je ne maîtrise pas. Mais oui, c'est des choses qui mériteraient d'être discutées. Et c'est un petit peu en fonction des projets de chacun ou de l'expérience qu'on arrive à voir ça. Donc, en tout cas, 32 échantillons pour 4 000 €, ça donne une information. Donc, des fois, ça rate. Mais si on a un mythogénome complet, c'est quand même, c'est quand même pas mal d'avoir un mythogénome complet pour un 32e de 4 000 €, quoi. Là, en l'occurrence, pour les 4 élasmobranches que je voudrais qu'on publie, malgré qu'ils aient abandonné un peu le projet entre-temps qu'on l'a démarré, parce que du coup, je pense que c'est quand même important qu'on le mette dans quelque chose, quoi, pour le valoriser. Quand ça, 4 sur 7, ça a donné en mythogénome. C'est quand même pas si mal. Mais d'habitude, enfin voilà, on a rarement 100% de mythogénome. Ça monte rarement à plus de 50%. C'est énorme quand sur une puce comme ça, si tu as 50% des mythogénomes. Et ça dépend en fait du questionnement qu'on a. Des fois, le questionnement, par exemple, pour les parasites, si tu as le 28S, tu es déjà super content avec ça. Pour les trématodes, tu as le 28S,
ils font pas beaucoup de mitogénomes. Donc là, par exemple, on en a un complet, mais souvent, ils identifient avec des marqueurs nucléaires. Parce que c'est tellement variable qu'ils n'ont pas d'amorce Du coup, la routine, c'est plus basé sur ces marqueurs-là, quoi. Ouais. Donc, ça dépend ce qu'on fait, quoi. Moi, je me pose la question, hein, donc il faudra qu'on en rediscute, hein, je pense, mais je pense que l'approche collaborative, elle est utile dans un axe. L'effort pour nous, aussi bien pour moi que pour Céline, c'est un effort assez conséquent, mine de rien. Donc, ça ne marche pas pour tout le monde, mais si ça marche et qu'on peut le valoriser, nous, on est content parce que c'était pour rapprocher un peu les gens, quoi. Et je pense que vous avez aussi acquis plus quelque part une routine s'il y a s'il y a une saison 2 au niveau de la standardisation. Alors, ça dépend si on a en effet Valentin qui nous apporte des échantillons qui sont très particuliers d'un côté ou quoi, mais voir avec la standardisation des types d'ADN ou ainsi de suite, et puis des analyses, je pense que ça peut s'optimiser à réduire aussi votre investissement là-dessus à force d'expérience, non? Ouais. Le vrai problème d'échantillons hétérogènes, c'est pour la constitution des banques, parce que pour eux, en fait, s'ils ont 32 poissons frais, même à la limite, je pense, en mélange les élasmobranches avec des téléostéens, hein, même en faisant ça, c'est relativement homogène. Mais dès que tu commences à mettre un machin qui fait 1 mm de long, un truc, et c'est là où les problèmes apparaissent. Donc, et puis quand on est dans l'ancien, bah forcément, tu auras un profil de banque qui sera différent. Donc, bon, et après, le but, c'est d'essayer. Hein, il n'y a pas une garantie de résultat. Pour donner un ordre de grandeur pour des tout petits génomes, la puissance d'un des petits génomes vraiment dans les petits génomes de métazoaires, dans les plus petits, hein. Je ne parle pas de trucs comme Isabelle, hein, qui sont différents, mais je parle de petits animaux. Avec un iSeq à 3 000 €, je pense qu'on peut faire deux génomes. Génome C'est des nucléaire. tout petits génomes, pour vous donner une idée de la puissance de séquençage. Pratiquement, tu peux pratiquement faire, quand c'est des tout petits génomes de métazoaires, tu peux pratiquement passer deux dans une puce iSeq à 3 000 €. Donc, il y a une puissance de séquençage qui est colossale. Mais voilà, le problème, c'est qu'on va avoir une puissance de séquençage immense, mais pas beaucoup d'échantillons. Mais moi, je veux bien challenger ça si Céline est d'accord. C'est juste qu'on ne pourra pas passer 32 échantillons, mais probablement que 15, quoi. À vue de nez comme ça, d'après les coûts, c'est ce que j'ai en tête. Parce qu'on est à débit, on ne peut pas demander plus que 4 000 € à l'UMR. La procédure que j'avais utilisée l'année dernière, j'avais rempli un machin AAP, et c'était un AAP il n'y avait pas eu d'AAP individuel pour cet axe l'année dernière. C'était une AAP collective. Parce que finalement, cette année, si on ne veut pas en faire, par exemple, on peut lâcher l'affaire et laisser une AAP individuelle, quoi. Quelqu'un propose, comme on fait d'habitude. Ce n'est pas une obligation. Si on veut être un peu plus haut dans les tarifs, les ATM muséum, elles sont toujours d'actualité. Le timing n'est pas le même au niveau de l'année, mais enfin au niveau du calendrier. Ah oui, une ATM muséum. ATM muséum, ça pourrait se lancer, ça, non? Enfin voilà. Ah bah oui, une ATM muséum collective, mais il faut qu'on soit soutenu, hein. Parce que moi j'ai des difficultés à faire passer mes ATM, mais si on fait collaborer, ça peut être à l'échelle de l'UMR, peut-être même un peu plus, pourquoi pas. Et ouais, ça pourrait se faire. Mais du coup, les délais, ça veut dire, moi par exemple, si je porte une ATM comme ça, j'en porte pas une autre. Donc, je sacrifie au collectif aussi. Donc, bon, faut voir. Mais il faudra quand même discuter avec le comité ATM pour savoir si ce genre de démarche les intéresse. Parce que s'ils nous disent que finalement la thématique est brouillonne
parce que tu vois, je ne voudrais pas non plus, parce que c'est, faut qu'on cadre, parce que les ATM et les AAP en interne, c'est pas les mêmes critères. Nous, Ouais, ouais. ici, on va privilégier la collaboration dans des AAP, dans une EMR. L'ATM, peut-être, mais voilà, ça va apparaître brouillon quand on va leur dire on va passer 30 organismes, il y en a 5 qui viennent des Antilles, 3 qui viennent de je ne sais pas où. Enfin bref, il faudra les préparer pour savoir si on peut, si c'est intelligent. Oui. Celui qui va le déposer, c'est probablement moi, il va se griller, quoi, au point de vue pour une année, quoi. Voilà. C'est à voir, mais ça pourrait être deux volets. Un volet séquençage d'individus de type, par exemple. Ça peut être un challenge d'intérêt pour le muséum. Et puis un volet densification de base de référence sur des groupes, le vendre comme ça, sur des groupes cosmopolites d'intérêt écologique. Poissons chondrichtien, espèces exotiques envahissantes, en prenant par exemple ce genre de choses. Et puis, en tout cas, voilà, à réfléchir, c'était dans le perspective éventuelle, mais merci en tout cas pour ta vision des possibilités via ATM, parce que je ne les ai pas bien, moi, de l'extérieur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, d'autres commentaires? On a dépassé l'heure, donc il y a eu un petit peu de désistement, mais en tout cas, quand même, on est monté à 40. Donc bravo au collectif, on va dire. Il y a encore une main levée. Ah, Mireille. Oui, bonsoir. Désolée, je n'ai pas de caméra là ce soir. Ah ben moi non plus, j'avais pas mis ma caméra en fait. Pas de Vas-y. souci. Ouais. J'ai En pas fait, mis par ma caméra. rapport à l'Institut du cerveau et de la moelle, j'ai entendu beaucoup de bien de cet institut. Nous travaillons avec Agnès de Taille là pour le métabarcoding des armes. Et donc, on a foncé et malgré cette bonne réputation, on a eu des problèmes majeurs qui ne sont toujours pas résolus pour le séquençage du métabarcoding, pour lequel il y a 54 arms avec trois sections différentes. Enfin, on est très embêtés, tant et si bien pour l'instant Agnès de Taille est en train de voir ça avec l'autre Agnès et Yannick, mais pour l'instant, on risque de ne pas pouvoir faire l'analyse des armes telles qu'on l'avait prévu d'un point de vue géographique. On est très embêtés. Ils sont très, très collaborateurs, enfin vraiment, ils aident au maximum, mais il y a quand même eu des problèmes au niveau… Ils ont mélangé les banques, il y a eu une erreur qui a été rattrapée, on l'a su après, et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc voilà, moi je suis très désolée de porter un message aussi négatif de gens que je ne connais pas et qu'a priori j'estime. Je trouve ça maladroit, mais voilà, c'est comme ça. OK. Nous, on devait en lancer, on te recontactera bien évidemment, Mireille, des analyses d'armes sans métabarcoding aussi. Et puis, comme je parlais de contenu stomaco, pour l'instant, on avait privilégié la piste Fasteris sur les conseils de Josie et je pense de Céline. Mais en effet, au cours de la discussion, je me disais que justement, l'Institut de la moelle et du cerveau pouvait être une bonne alternative, mais après, voilà, il y a peut-être… bon, à voir. Alors, ce que j'ai oublié de dire aussi, que Céline a passé beaucoup de temps pour préparer les échantillons. Elle y a passé, je crois, 2 mois et demi. Donc, voilà. Je la remercie encore, j'en profite pour la remercier. Merci. Oui, c'est du Voilà, boulot. sinon, pour 2023, moi, j'aurais des idées. En fait, cette année, ça m'est un peu passé entre les mains parce qu'à un moment donné, ça fait beaucoup. Mais si vous présentiez à nouveau le même appel à projet, on aurait des idées là avec Baptiste. Voilà. OK. À suivre. On fera sûrement un sondage, on verra, mais il faut qu'on réfléchisse avec Céline pour voir, parce que nous, ça nous engage quand même sur des trucs, ça nous engage physiquement, je veux dire, ou intellectuellement, mais physiquement plus pour Céline et intellectuellement plus pour moi quand je suis devant l'ordi, mais ça nous engage tous les deux assez fortement, donc il faut qu'on discute.
et qu'on voit un petit peu. Mais il y aurait quand même quelques modifications, notamment le rapport à la publication et le rapport au calendrier. Donc, comme on disait, bon, c'est sur toi, Étienne, mais il y en a d'autres. Hein, j'assiste, hein, il y en a d'autres. Et en soi, on a compensé, mais c'est vrai que ça ne nous simplifie pas la vie. Et après, c'est le rapport aux publications. Il faut y réfléchir. Quand on a un mythogénome, alors aussi, je vais pas donner on ne va pas pouvoir reconnaître, mais il faut aussi qu'il y ait la stratégie du voucher, qu'il y ait la stratégie de la mise en collection. Donc, on ne fera pas de séquençage s'il n'y a pas de voucher, s'il n'y a pas de mise en collection. Parce que sinon, en fait, au niveau des journaux, si vous voulez publier, en fait, c'est voilà, c'est desservir. Si vous voulez prenez un élasmobranche ou un mulet sur un étal de poissonnier, vous l'achetez et vous le mettez en collection. Au moins, on a une référence. Même s'il n'était pas pêché avec les coordonnées géographiques précises, au moins, on a un petit quelque chose à bidouiller, quoi, à regarder. Parce qu'il y a des journaux qui n'acceptent plus de mythogénome sans voucher. En poisson, je parle essentiellement. En l'occurrence, parce que j'en ai discuté avec des éditeurs. Voilà. Donc, il faudra être vigilant. Et donc, on demandera probablement à ce que les animaux soient collectés et mis en collection selon les règles de l'art de la collection pour qu'il y ait un voucher et qu'on ne se fasse pas épingler aussi. Alors, je ne parle même pas de Nagoya, mais aussi. Mais oui, on fera gaffe à ça, du coup. À voir quand même sur les espèces protégées où on peut avoir accès à une prise de sang, mais pas d'animal complet. Tu fais au moins une photo et tu as une dérogation du CNPN ou du CSRPN. On se connaît bien ça tous les deux, donc on sait bien comment ça marche. Donc, tu as une dérogation, donc tu peux comprendre dans le journal, tu peux leur dire, on ne peut pas. Hein. Je veux dire, là, c'est une question un peu de force majeure. Et puis, tu as une photo. Oui. Tu as une photo et tu mets quand même ton ADN dans une collection quand même. Enfin, bon, bref. Oui, effectivement, c'est dans une espèce protégée, on ne va pas tuer un pigeon. Si c'est à ça que tu… Enfin, j'imagine que c'est ça, mais voilà. C'était ça, mais on ne va pas tuer un pigeon pour le mettre en collection alors qu'il n'en reste plus. On est d'accord. Les coraux, chez nous, les coraux, il y en a. Là, on est en train de revoir, en effet, les listes d'espèces protégées et du coup, on les a grossis, ce qui fait que ça peut des fois gêner sur certains aspects. En effet, ça, c'est. Mais voilà. Ça gêne, mais il faut qu'on l'anticipe et dans la chaîne de travail, il faut que ça soit anticipé quasiment 1 an avant, en fait, pour avoir les autorisations et tout, pour passer devant les commissions, pour justifier de l'utilisation. Ouais, c'est clair. Mais ouais. Alors, c'est théoriquement aquatique, donc à moins qu'on ait fait tomber le pigeon dans l'eau, normalement, ça ne marche pas, mais je pense qu'on pourra quand même en passer. Hein, ce n'est pas le problème. Non, mais voilà, enfin, c'est général et puis c'est des choses même pour un peu tout le monde. Mais ça, j'avais pas pensé à ça. Hein. Céline, on n'avait pas pensé à ça et ça bloque après. Donc, voilà. Mais les publications, c'est important aussi de voir si on fait des choses spécifiquement sur aussi des données de référence pour justement pouvoir avoir des amorces spécifiques complémentaires des universels ou quoi. C'est vrai que ça vaut vraiment le coup d'avoir un individu vraiment bien identifié. Nous, on le fait, oui, on le fait de manière… Sinon, il y a plein de trucs qu'on n'aurait pas. Hein. Pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Donc, c'est indispensable, mais juste, on pense à comment le publier, si ça marche, pour que l'UMR apparaisse, qu'il y ait du transversal qui soit affiché. En fait, c'est un peu mon rôle aussi, en tant qu'animateur de l'Axe, de veiller à ça. Je ne demande pas ce qu'il y a forcément mon nom, hein, je veux dire, c'est pas ça. Mais si on a fait le travail, oui, bon, normal, mais si c'est juste, on a mis les machins dans le tube et on les a passés, on n'a rien à demander. Mais il faut quand même qu'on essaye de le publier avec… pour que ça marche, en fait, pour qu'on nous donne de l'argent, il faut aussi qu'on ait ce rendu-là. Yes. Enfin, ça, c'était une observation, voilà, et le voucher et la mise en collection, c'est quelque chose, il faut qu'on anticipe. C'est plutôt les écologues, en fait, qui n'y pensent pas. Donc, nous, en tant que… Enfin, on est impliqué dans les collections, il faut qu'on soit plus vigilant là-dessus pour pousser à ce que ça amène jusqu'à la collection. Voilà. OK. Merci beaucoup.
Est-ce Merci qu'il à y a tous, hein. d'autres questions, commentaires, annonces générales, motivation pour faire une prochaine présentation à partir de mars. Donc, welcome. On peut ouvrir aussi au-delà de l'UMR, c'est-à-dire que si vous avez des invités qui vont venir sur les prochains mois, ça serait super cool de les entendre. Si vous avez même d'autres personnes que vous n'arrivez pas à inviter, mais que vous aimeriez entendre ou faire entendre aux collègues, comme c'est en visio de toute façon, c'est cool aussi. On peut faire des choses à l'extérieur. Donc voilà. Ça peut être un autre axe aussi transversal, mais on va un petit peu les mettre, pas les uns à la suite des autres, mais il y a d'autres axes ou d'autres axes en préparation, ça pourrait être intéressant. Donc, n'hésitez pas, vous nous contactez, Isabelle ou moi, et puis probablement, voilà, on reviendra de toute façon vers vous et on trouvera des dates. Donc voilà. Donc là, le mois prochain, ça sera Valentin qui parlera. Salut Céline, ça fait plaisir de te voir. Donc voilà. Commentaires, questions? C'était super. Vous avez eu du succès aujourd'hui? Eh ben, jusqu'à 40 personnes. Ouais, j'ai vu ça. Donc, non. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette belle présentation synthétique de beaucoup de travaux qui ont été réalisés donc, dans ce cadre-là. C'est vraiment chouette d'avoir eu ce bilan. C'est sympa. Pour les AAP 2023, ça ne devrait pas tarder à être lancé. Je pense qu'on va lancer ça avec Tariq peut-être au début de semaine prochaine. Donc voilà. Il y aura par contre un peu moins de financement, je pense, parce que certaines tutelles ont été moins généreuses cette année, mais, mais voilà quoi. Mais en tout cas, c'était une super présentation et une super animation. Donc il faut que ça continue, c'est bien. Merci. Merci à tous. Et bonne soirée ou journée suivant où vous vous trouvez. Et puis à bientôt, donc dans un mois, Valentin. Et ensuite, les motivés, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous proposer des présentations. À bientôt. Bonne soirée à Merci. tous. Au revoir. À bientôt. Ciao. Salut. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.